Bonjour tout le monde. Du coup, bienvenue à cette session commune. C'est une session qui a été choisie par le comité infirmier de l'ASFAR, parce qu'on trouve ça important quand même de parler de la RAC, de la réhabilitation de nos patients en réa. C'est notre quotidien. Du coup, bienvenue à tout le monde. N'hésitez pas à interagir, à poser des questions. On est un petit groupe, donc voilà. Il faut en profiter. Moi, je suis infirmière en réa à Clermont-Ferrand, au SAGU de Clermont-Ferrand, et je suis accompagnée de Yannick, qui est infirmier en réa à Marseille. Du coup, on va attaquer avec Madame Anne Freinet, qui nous fait l'honneur encore d'être parmi nous pour nous parler c'est une kiné de Bordeaux, et elle va nous parler en fait de la réhabilitation et de la mobilisation des patients en période de Covid-19, et est-ce que en fait ça a changé quelque chose au final, cette crise, avec la prise en charge kiné des patients de réa. Merci beaucoup. Donc effectivement, je vais vous parler de réhabilitation, de Covid, et surtout de ce que le Covid a laissé comme impact finalement sur nos prises en charge de réhabilitation en réanimation de nos patients. Alors, bon, je n'ai aucun conflit d'intérêt en l'occurrence. Donc j'ai juste repris rapidement la notion de réhabilitation et aussi de RAC, de réhabilitation améliorée après chirurgie, puisque finalement en réanimation, eh bien, on a une prise en charge aujourd'hui de réhabilitation qui est une prise en charge plutôt dans la globalité du patient. Donc, et on le voit dans une session comme aujourd'hui, et j'avoue que je suis vraiment très heureuse de participer à cette session où on a trois présentations de rééducateurs et des modérateurs infirmiers. Ça montre quand même l'idée qu'on se fait aujourd'hui de la réhabilitation de nos patients, c'est-à-dire un travail global et en commun. Alors, améliorer, ça c'est un terme qui aujourd'hui est bien à la mode avec cette notion d'évaluer nos pratiques. La RAC, finalement, la réhabilitation améliorée après chirurgie, ça nous a aussi permis peut-être d'améliorer nos réhabilitations de patients. On va voir comment. Après, évidemment, là, je vous parle de patients de réanimation, donc des patients qui sont parfois très longuement hospitalisés dans nos services. Et dans le cadre de la chirurgie, des patients qui ont subi un stress global majeur. Et on va voir que tous les organes peuvent être touchés, et notamment pour ce qui me concerne plus précisément, le muscle. Alors, ces programmes de RAC, pour parler d'abord de ça, ça permet une amélioration de la qualité, mais aussi de la sécurité des soins. Ça, c'est absolument essentiel, et vous voyez que ces recommandations HAS, elles mettent ça en avant. Et puis, évidemment, elles mettent aussi un autre point en avant qu'on entend beaucoup aujourd'hui, qui sont une notion économique d'organisation de soins et de baisse de coûts de prise en charge. Sous-entendu que en prenant les patients en charge de façon globale, on améliore la durée de séjour et on améliore finalement le coût d'une hospitalisation. Alors, nous, au lit du patient, on sait que ça améliore bien plus de choses. Et c'est pourquoi on utilise ces protocoles, ces programmes. Moi, ce que je trouve essentiel, c'est vraiment l'aspect pluridisciplinaire. C'est ce dont je vais vous parler, avec un parcours du patient qui a souvent lieu avant, pendant la réa ou pendant le bloc et après. Mais c'est surtout, finalement, un nouveau paradigme de pensée, une nouvelle façon de penser le soin de réa, avec notamment l'implication du patient. Et je pense que si vous travaillez en réanimation et que vous vous retrouvez confronté à des patients qui sont très lourds au niveau de la mobilisation précoce, par exemple, qui nécessitent des outils importants qu'on utilise nous en kiné, eh bien vous savez bien qu'on ne peut pas faire ça seul. Je ne peux pas mobiliser un patient totalement alité avec une neuromyopathie très importante si l'infirmière n'est pas d'accord, ou si elle n'a pas le temps, ou si finalement on a d'autres problèmes qui vont nous empêcher finalement de mettre en place ces protocoles de réhabilitation.
Mais ce qui est essentiel, c'est l'implication. Et c'est en ça que le pluridisciplinaire est important, puisque le patient, il va adhérer s'il entend le médecin lui dire qu'il faut qu'il bouge. S'il entend l'infirmière lui dire, vous savez, c'est mieux de manger au fauteuil. S'il entend le kiné lui dire, c'est pas mal de passer par le bord de lit plutôt que d'utiliser le lève-malade. Pour moi, à kiné, c'est plus intéressant. Pour vous, c'est aussi plus intéressant. Donc finalement, j'ai emprunté cette diapo à la société ERAS, dans laquelle on a un petit peu collaboré, avec laquelle on a collaboré, pardon. Et en fait, je trouve que c'est intéressant parce qu'on voit évidemment là qu'on est un ensemble d'acteurs. Alors aujourd'hui, en plus, vu les conditions de travail actuelles hospitaliers, je pense qu'il faut qu'on insiste là-dessus parce que c'est finalement ça qui a du sens, c'est de pouvoir travailler tous ensemble. Alors, pourquoi le kiné dans des services de réanimation et dans des protocoles de réhabilitation améliorée après chirurgie, par exemple, finalement, le kinésithérapeute, c'est un rééducateur, mais qui rééduque normalement par le mouvement. Et ça, c'est quand même intéressant, parce que pour beaucoup de personnes, on rééduque par le massage, qui est un autre soin du kinésithérapeute, mais pour les patients de réa, on va passer notre temps à nous demander ce qu'on peut faire pour eux en termes de mouvement. Est-ce qu'on peut lever le patient ? Est-ce qu'on peut le faire marcher ? Est-ce qu'on peut le faire marcher avec un outil de marche ? Ou est-ce qu'on peut l'emmener en salle éventuellement de kinésithérapie ? Donc ça, c'est un point important et c'est ce qui fait que parfois on a une vision différente des autres acteurs dans le service parce qu'on passe notre temps, nous, à se demander ce qu'on va faire en termes de mobilisation, mais de mouvement et de mouvement spécifique. C'est-à-dire que je parlais du bord de lit il y a une seconde. Le bord de lit est pour moi essentiel parce que ça me donne, par exemple, l'information du contrôle postural du patient. Et en qualité de kiné, ça va m'intéresser. Tout comme mes autres collègues rééducatrices vont s'intéresser à d'autres éléments, finalement, auprès de leurs patients. Donc, je pense que ça, c'est un point déjà très intéressant. Et en gros, alors c'est moins le cas maintenant, mais il y a eu un moment, le staff du matin, on saoule à demander à chaque fois, est-ce que je peux lever le patient ? Est-ce que je peux le mettre debout ? Est-ce qu'on peut le faire marcher ? Parce que c'est ça l'objectif. En gros, c'est un petit Woody Allen qui va devenir Schwarzy. Alors, évidemment, c'est pas vraiment ça dans la vraie vie, mais moi, ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est la récupération motrice, bien sûr, fonctionnelle, mais par l'activité musculaire. C'est le muscle qui me concerne avant tout. Alors, en post-opératoire, la réhabilitation précoce, évidemment, il y a un point important qui concerne tout ce qui est mobilisation. Mais vous le savez très bien, ça, c'est quand même le monde des bisounours. C'est-à-dire qu'on a des patients douloureux, on a des patients nauséeux, on a des patients fatigués. La notion de fatigue est quand même très importante. Et on va d'ailleurs en parler après avec le Covid. Et donc, on a quand même une phase de réhabilitation, réanimation qui est parfois très ingrate. Clairement, on passe notre temps, on est des coachs, hein. On est des coachs sportifs à inciter les patients à bouger. Et pourquoi ? Eh bien, quand on travaille sur les protocoles de RAC, eh bien, on travaille finalement sur une optimisation après un stress global majeur. Les chirurgies importantes, notamment abdominales, majeures, vont créer une sorte de stress extrême. Et le stress extrême va aussi concerner le muscle. C'est pour ça que certains patients vont vous dire, et à juste titre, je ne comprends pas, avant le bloc, il y a 3 jours, j'étais fringant, et là, je n'arrive plus à m'asseoir au bord du lit. D'accord ? Parce que parfois, alors il y a d'autres facteurs, hein, comme la glycémie, comme l'inflammation moins systémique, mais plus localisée. Mais il n'empêche que quand même, on se retrouve avec des patients qui vont avoir qu'une envie, en fait, c'est de ne pas bouger. Et c'est vrai que pendant des années, on nous a dit en réa, non, lui,
il est sédaté, là on va lever la sédation, l'objectif c'est l'extubation, mais on ne bouge pas le patient. Vous savez, si vous travaillez en réa, qu'aujourd'hui on fait marcher des intubés ventilés. Donc on n'est plus du tout dans le même paradigme. Et effectivement, vous voyez que tout ce qui est considéré comme facteur défavorable ralentissant la convalescence, eh bien dedans vous avez l'immobilisation. Alors, évidemment, le muscle m'intéresse, mais finalement, il y a un autre aspect qui m'intéresse, c'est l'aspect respiratoire. Et puisque la mobilisation précoce, la réhabilitation, permet de limiter les complications respiratoires, et notamment post-extubation. Et c'est pour quelle raison ? C'est pour cette raison, c'est-à-dire que, vous le voyez, ça c'est pour montrer en fait le volume qui reste dans les poumons à la fin d'une expiration normale, ce qu'on appelle la CRF. Finalement, vous voyez, allongé, on est quand même très bas dans la courbe, et dès qu'on positionne le patient, alors debout c'est l'idéal, c'est pas toujours possible, la marche, mais au moins la position assise, vous avez déjà des volumes mobilisables par le patient au niveau respiratoire qui sont bien plus importants. Donc pour moi, c'est aussi un objectif. Et par exemple, je travaille dans un service de réa dans lequel on assure des gardes le week-end, et souvent, je lève les patients le week-end parce que pour moi, c'est un soin respiratoire et pas un soin forcément fonctionnel. D'accord ? Vous le savez sûrement si vous avez ce type de patient, parfois ils resaturent vos patients en position assise. Donc il y a bien un effet respiratoire. Alors là, je vous ai juste mis quelques diapos sur des recos, parce qu'aujourd'hui, des recommandations, il y en a pléthore. Si vous tapez tous les programmes de réhabilitation améliorée après chirurgie, aujourd'hui, on sait que ça fonctionne, on sait qu'il faut mettre en place rapidement des programmes qui sont pluridisciplinaires, dans lesquels on va insister notamment sur la mobilisation. Donc en fait, tous les acteurs de la réa participent maintenant à ça. Et moi, ça fait 20 ans que je fais de la réa, et je vois aujourd'hui de façon vraiment très, très satisfaite que les kinés, si on n'est pas là, mais les infirmiers, les aides-soignants lèvent les malades. Parce qu'avant, on négociait quand même de façon plus précise, mais aujourd'hui, franchement, on peut être super content de ce qu'on fait de façon globale. Donc vous voyez, il y a des recommandations en chirurgie digestive, il y en a là en chirurgie pulmonaire. Je vous laisserai éventuellement les parcourir. Toujours est-il qu'on sait aujourd'hui que ça fonctionne. Alors, là-dessus, évidemment, c'est greffé une situation qu'on n'avait pas du tout envisagée, qui est évidemment la crise Covid. Et est-ce que dans tous ces freins qui sont identifiés comme étant limitant en tout cas la réhabilitation précoce, est-ce que le Covid a modifié les choses ? Bon, évidemment oui, vous l'avez tous connu je pense, mais est-ce qu'aujourd'hui on en est encore à des limitations ? C'est ce que je vais essayer de vous montrer. Alors, moi, je suis kiné à Bordeaux. Je pense pas. J'ai évidemment, je me suis occupée de patients Covid dans une réanimation remplie de patients Covid, mais je ne peux pas dire que j'étais sur une zone rouge comme par exemple à Mulhouse. Donc, j'ai connu un service de réanimation qui a évidemment pris en charge des patients, mais nous avions la possibilité de faire de la réhabilitation précoce, par contre, chez les patients Covid. À Mulhouse, je pense que la bataille n'était pas la même. Je ne suis pas sûre que la réhab était le projet. Les patients étaient plutôt trachéotomisés très rapidement pour être très vite sortis de la réa, pour être rapidement remplacés. Donc, je pense que déjà, il faut faire une distinction géographique. Et moi, je ne peux que vous parler de mon expérience, qui est celle que je vais vous détailler. Donc, à Bordeaux, évidemment, on a eu des vagues successives. On va voir qu'on a modifié quand même les recommandations, et notamment de réhabilitation. On va voir comment.
L'activité chirurgicale chez nous a été évidemment complètement suspendue, donc on s'est trouvé face à des patients pour lesquels la réhabilitation n'était pas forcément celle qu'on avait l'habitude de faire. Moi, je travaille plutôt avec des patients chirurgicaux. Là, on était sur de la réha médicale, en réalité. Donc, c'est un petit peu différent. Beaucoup de trachéo. Personnellement, j'adore la trachéotomie, je trouve ça intéressant, mais là, on était en situation un petit peu plus compliquée. Notamment, et on va le voir par rapport au risque de contamination, hein, en fait c'est ça qui va nous impacter le plus dans tout ce qu'on a pu faire, et avec évidemment plus de possibilité de sortir les patients des chambres. Alors la salle kiné, je ne vous en parle pas, hein, c'était devenu la salle de sport des soignants, puisqu'il n'y a plus de patients. Et on a été évidemment obligé de s'adapter à des réhabilitations dans la chambre du patient. Donc comment on fait pour entrer du matériel ? Comment on désinfecte ce matériel? Bon, vous avez connu ça, on s'est tous posé de multiples questions. Donc, la première vague, évidemment, une incertitude absolue, des méconnaissances sur quand même les risques de contamination. Donc là, par contre, on avait une seule possibilité qui était de réhabiliter nos patients dans leur chambre. Et encore, dans des circonstances très particulières, puisque, vous l'avez connu, nos patients étaient extrêmement fragiles sur l'hypoxémie. Et notamment, ce qu'on a appelé l'hypoxémie euphorique. C'est-à-dire un patient qui a en réalité 75 de saturation au bord de lit et qui est tout beau. On se dit, ça va, c'est nickel. Sauf que quand on prend la SAT, là, nous, on se fait peur, on désature. Donc un vrai problème autour de ça, c'est-à-dire qu'on a été obligé, nous, de réfléchir à une adjonction d'oxygène pour permettre la réhabilitation de ces patients, parce que par ailleurs, ils étaient, la plupart, quand ils étaient extubés, puisque la première vague, hein, ils ont été intubés à 4 litres d'O2, donc ils ont été très vite atteints de neuromyopathie de réanimation. Donc pour les rééduquer sur le muscle, on a dû les suppléer en oxygène, puisque on ne peut pas d'un côté consommer de l'oxygène musculaire, au niveau musculaire, et être hypoxique, il y a un moment où ça passe plus. Hein. Donc on a dû réfléchir à des stratégies, et pour ça, nous, ce qu'on a fait, finalement, c'est qu'on a utilisé l'oxygénation au débit, même si à l'époque, je vous rappelle, c'était quand même quelque chose qu'on ne conseillait pas, mais donc on l'utilisait en post-extubation, donc quand on considérait qu'ils étaient quasiment plus contaminants, et sinon sous VNI. Donc on a fait, ce que je vous montre là, voilà, on a fait par exemple pédaler des patients sous ventilation non invasive, pour qu'ils puissent faire l'exercice musculaire de réhabilitation et en même temps atteindre un niveau d'oxygénation qui nous allait. Donc ça a été notre gros boulot. Vous voyez mon collègue, donc on a eu un moment, nous, où en fait on les a tous à peu près extubés sur des périodes assez semblables. Donc on n'avait que des patients à réhabiliter, pour lesquels, vous le savez sûrement tous si vous êtes travaillé en réa, on a dû s'adapter. Quand on entrait dans une chambre pour réhabiliter un patient comme ça, c'était extrêmement chronophage parce qu'on n'allait pas ressortir pour re-rentrer. Donc finalement, on a fait des soins très longs. Donc on a été assez impacté aussi sur la temporalité du soin de kiné auprès de ces patients. On a fait ça et puis on est revenu à des choses qu'on fait moins aujourd'hui, puisqu'on a beaucoup d'outils dans les réanimations maintenant, notamment des vélos automatisés, des motomèdes que vous connaissez peut-être. Et finalement, cet outil, le motomède, par exemple, en première vague, il était impossible d'entrer cet outil en chambre en termes de risque de contamination, puisqu'on n'arrêtait pas de nous dire qu'on se contaminait aussi sur le contact. Donc, c'était pas possible. Donc, on a repris des techniques qui, finalement, ça nous a fait du bien. On est revenu à du soin manuel pur qu'on utilisait bien plus avant d'avoir tous nos outils. Les 2021, rapidement, un peu différents, puisque des patients quand même opérés, non Covid, et des patients Covid, rappelez-vous les vagues où
enfin nous en tout cas on a eu une vague avec beaucoup de patients avec des IMC importants plutôt jeunes. Donc ces patients-là étaient dans une partie du service et à côté de ça on avait nos patients chirurgicaux classiques. Et dans ces cas-là, eh bien, nous on a scindé l'équipe. C'est-à-dire qu'il y avait certains kinés qui réhabilitaient les chirurgicaux qui n'étaient pas Covid et d'autres qui restaient sur de la réhabilitation. Donc ça nous a obligés encore une fois à nous adapter. Par contre là, on a quand même réussi à refaire de la marche dans les couloirs pour certains patients, notamment les chirurgicaux, et puis à être moins confinés dans la chambre. Et on avait cette donnée que vous avez peut-être eue, en tout cas nous c'était ça, c'était 21 jours sur des Covid graves, 21 jours en chambre, et puis après, le patient met un masque, mais on peut lever l'isolement pur. Bon, vous le savez, la contrainte qu'on a et qu'on a toujours, c'est évidemment le masque. Donc les patients venaient parfois en salle, les chirurgicaux, avec un masque, faire du vélo avec un masque. Et nous, évidemment, on était aussi dans cette logique. Bon, bah ça nous a pas quittés. À partir de 2022, la vaccination massive a quand même permis de limiter les entrées Covid en réa. Et donc, nous, dans le service, on s'est retrouvés avec un service normal et quelques patients Covid. Alors là, évidemment, il s'est passé quelque chose d'assez radical. C'est que finalement, il y a eu des moments où on a complètement zappé la différence et on s'est retrouvé avec des patients qu'on réhabilitait finalement en Covid, comme les chirurgicaux. La seule différence qu'on a vraiment mise en place, c'est dans l'accueil de ces patients, puisque quand ils arrivaient en réa, les Covid, on les mettait sous Optiflow, sous VNI et en DV Vigile. Et là, par contre, c'était vraiment une unité dédiée, tant qu'ils étaient contaminants. Mais après, la réhabilitation de nos autres patients, finalement, on est quand même revenu un petit peu à ce qu'on connaissait avant. Alors, ce qui est quand même intéressant, et c'est là-dessus que je voudrais insister, c'est que le Covid nous a évidemment mis à mal sur ces réhabilitations. On a eu des patients qui ont eu des neuromyopathies sévères. Il y a aussi, et j'en ai pas parlé, mais je voulais le dire, il y a aussi eu un absentéisme important, notamment sur Omicron, où nous, l'équipe kiné, on est 9, on n'était plus que 4. D'accord, avec du coup de la demande évidemment qui n'était pas, à laquelle on ne pouvait pas répondre. Mais ce que j'ai trouvé plus intéressant, c'est que la phase Covid qui a obligé les équipes à travailler totalement ensemble, et notamment par exemple sur le décubitus ventral, qui ne pouvait pas se faire que par les médecins ou que par les infirmiers, ou finalement ça a obligé les équipes à travailler ensemble, ce qu'on sait faire évidemment, mais ce qui est plus intéressant, c'est que quand il y avait la phase de réhabilitation de ces patients, les infirmiers et les aides-soignants étaient d'emblée beaucoup plus impliqués, puisqu'il y a eu un moment où c'était quasiment les seuls soins qui leur étaient dédiés, en plus de l'oxygénothérapie. Donc, je trouve que ça a quand même permis aux équipes de mesurer l'importance d'avoir un kiné en réa, et ça, je m'en félicite, mais surtout de travailler ensemble. Voilà, alors par contre, on avait mis en route avant le Covid, on avait mis quand même en route des programmes de RAC un peu plus soutenus, comme par exemple d'emmener les patients au bloc à pied, tout ça, on n'est pas revenu encore là-dessus du tout. En fait, je trouve qu'on est encore dans une forme d'inertie parce que la pandémie n'est pas complètement terminée et on voit bien que des nouveaux chantiers demandent de l'énergie et qu'actuellement, en situation de pénurie et de soignants et quelque part un peu de patients, on ne réfléchit plus trop sur les protocoles. Bon, ça va revenir. Et donc, et notamment, ça va revenir avec cet élément important qui est le nouveau décret des soins critiques, qui va nous obliger finalement, par les ratios et par les spécificités des unités, à travailler en commun et à créer de nouvelles choses. Donc ça, c'est positif. Donc évidemment, on crée des nouvelles choses, mais on reste raisonnable. J'aime beaucoup cette image de Chaplin pour rappeler que le kiné de réa, c'est important. En même temps, on ne fait pas n'importe quoi, mais on travaille avant tout ensemble pour s'adapter et rester spécifique à chaque patient. Je vous remercie.
Merci beaucoup pour votre présentation, c'était vraiment super. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Du coup, tout le monde a un kiné dans son service à temps complet? Ah, voilà, déjà. Juste déjà, qui c'est qui peut avoir un kiné 7 jours sur 7 dans son service? Levez la main. Ça progresse, Bon, hein. quand même. Ça Oui, progresse, ça parce progresse. qu'il y a quelques années, c'était... Ça fait donc partie des fameux critères du décret des soins critiques qui doit être appliqué en 2023. Donc voilà, kiné 7 jours sur 7. Des kinés. Ouais. On entend bien. Oui, c'est ça. En fait, En réanimation adulte aussi, parce que nous, on a eu pendant le Covid des kinés libéraux, peut-être alors, vacataires. libéraux, mais aussi, nous, par exemple, à Clermont-Ferrand, ils sont d'astreinte le week-end. Oui. Qu'on les appelle, on les sollicite, ils ont une liste de patients à avoir ou pas, hein, ça dépend de qui a passé les transmissions. Et ils ne viennent pas systématiquement en réanimation adulte. Il y a des kinés donc pédiatriques qui sont obligés d'aller faire de la kiné respiratoire à des patients adultes. Oui, ce qui n'est pas du tout la même chose. Hein. Ah, on est bien d'accord. Enfin, moi, je ne pourrais pas faire une garde en pédiatrie, à l'inverse. Hein. Je pense que je ne serais pas très à l'aise d'être en pédiatrie. Donc, ouais. Après, le nouveau décret va quand même changer les choses. Le problème qu'on a en kiné, mais c'est un problème que connaissent beaucoup de professions, c'est la différence, c'est le fossé entre une rémunération libérale et une rémunération hospitalière. Exactement. Aujourd'hui, j'ai des jeunes collègues qui sortent de l'école et qui gagnent 1 480 € à l'hôpital au début. Et c'est juste pas possible. Alors qu'ils sont passionnés, ils viennent en stage, ils trouvent ça génial, ils trouvent ça intéressant, ils trouvent ça technique, ça les accroche. Mais bon, voilà, donc tout ça, ça va évoluer. Mais pour l'instant, on est encore en difficulté. Et je rajouterais même que, en commentaire, que moi pour ma part, j'en travaille sur Marseille, sur l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. On a très très peu de kinés aussi, malheureusement, dans nos réanimations. Donc nous, pourtant, on a beau être un gros CHU, ça fait pas longtemps qu'on ait un kiné 7 jours sur 7, qu'il y a des gardes de kinés, parce que des pardon, on n'en avait plus du tout. On s'est retrouvé en période Covid à réintuber des patients le week-end parce qu'on n'avait pas de kiné. Il faut les mobiliser, et que nous, on était un peu débordés aussi parce qu'on était en sous-effectif en tant qu'infirmiers. Donc vraiment, je suis totalement d'accord avec votre remarque. Vous expliquez qu'en période Covid, vraiment, on savait que vous étiez toujours très important dans les réanimations, mais vraiment là, vraiment c'était incontournable. Le rôle des kinés en réanimation était vraiment fondamental. Oui, c'est sûr. Après, je pense que tout le monde en est conscient, mais les jeunes ne viennent pas. Viennent pas, en fait. C'est vraiment un problème. Et est-ce que s'ils étaient plus nombreux, par exemple, parce que nous, on a un seul... en termes d'effectifs, peut-être qu'il faudrait... je sais pas, c'est pas normé par rapport au nombre de lits. Alors, le nouveau décret, autant pour les infirmiers, c'est complètement décrit. Vous êtes normé sur le ratio. Nous, en kiné, on n'a pas été normé sur le ratio. C'est ça, parce que c'est et ça a été une grosse déception, en fait, pour nous, parce que... Sinon, ça donnait l'obligation quand même aux hôpitaux de recruter pour respecter la loi. Et là, finalement, ils peuvent s'accommoder du décret en disant vous avez un kiné, ok, il passe que le matin, parce que l'après-midi, il est en secteur de chir. Mais ça ne va pas quand même. Parce que à côté de ça, et c'est vraiment... Ça, c'est la petite chose intéressante, je pense, c'est que toutes les équipes maintenant sont sur de la mobilisation précoce et de façon géniale. Je veux dire, moi, le week-end, quand je passe et que je vois tous les patients au fauteuil, certains intubés ventilés au fauteuil, mais c'est parfait. Mais par contre, c'est vrai que s'il y a un soin plus compliqué à faire par un kiné, il y a des équipes où vous n'avez pas la possibilité d'avoir ce recours. Donc ça, c'est dommage en fait. Bon, ça va. J'espère que ça va évoluer, mais on essaie de faire avancer les choses par rapport à ce décret aussi pour essayer de demander notamment quelqu'un qui est là tout le temps. Enfin, moi, mon patient, il ne faut pas juste que je le voie le matin, en fait. Oui. Par contre, je vous rejoins en effet dans le décret, il n'est pas noté le ratio kiné-patient, il n'empêche que c'est bien noté, c'est quand même une avancée, même si elle a du temps à venir. 7 jours sur 7. Absolument. Et avec une formation. Avec une formation, oui. Donc ça,
tellement ils ont parlé de ce texte, Oui. faire de la loi, c'est qu'en est. Alors, nous concernant, nous on est à 10. Nous avons enfin, ça fait des années que, ça fait 33 ans que je suis en rénovation, ça fait 33 ans qu'on réclame de kiné. Enfin, on nous les a accordés. Maintenant, le problème, et en effet, le problème, même avec une rémunération qui soit rediscutée, le problème, c'est le recrutement. Oui, absolument. Parce que les kinés veulent tous aller en ville. Oui. Et que même un mi-temps hôpital et un mi-temps en ville, parce que, après tout, moi je ne comprends pas. Oui. Oui. Oui, mais non, et puis le problème, c'est qu'en fait, l'après-midi, les patients sont moins bien pris en charge. C'est aussi une séquence. C'est-à-dire que, si vous voulez, ce que je veux dire, c'est qu'un kiné qui est là le matin et qui est en libéral l'après-midi, ça veut dire que ces patients sont pris en charge par quelqu'un d'autre. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, si par exemple je fais des cours à l'école de kiné lundi après-midi et que je suis dans le service lundi matin, je vais voir mes patients lundi matin et je vais confier mes transmissions à un de mes collègues. Et on sait quand même que la qualité de soins, alors il y a une présence, c'est mieux que rien, mais la qualité est quand même modifiée. Et c'est en ça qu'il faut qu'on essaie de recruter des gens qui sont là tout le temps, enfin qui sont fidélisés à la cause tout le temps. Mais je sais ce que vous allez me dire. Voilà, c'est mieux que rien, j'ai bien entendu. Non, moi c'est mieux que rien. En attendant, c'est notre. Si réellement il y a une volonté de la part de nos collègues kinés, parce que nos collègues, de venir travailler à l'hôpital, je veux dire, c'est une question de planning. Oui, oui. Si je donne des cours, je fais plein de choses, il n'empêche que ça s'organise. Oui, oui, je suis d'accord. Je veux dire, c'est juste en termes de... Changement de paradigme, mais je pense quand même que Oui. c'est un changement de comment dirais-je, d'ouverture peut-être de l'hôpital et à fortiori de l'autre côté de nos collègues kinés d'avoir cette flexibilité. Oui, oui, bien sûr. En tout cas, il va la falloir, hein, parce que sinon, on va être vraiment en difficulté. Moi, pour ma part, je suis kinésithérapeute, donc j'interviens en réanimation. Et un des problèmes majeurs pour le recrutement, c'est surtout que déjà en formation initiale, au niveau de la réa, c'est quasiment nul. Hein. Enfin, moi, pour ma part, en tout cas, c'était le cas. Et je sais que pour la plupart des jeunes kinés qu'on reçoit en stage, c'est le cas aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucune base, aucune sensibilisation. Les formations, elles sont encore très orientées libérales quand même. Et même dans les établissements publics, hein, c'est-à-dire que même dans les écoles de la PHP, parfois les formations sont orientées libérales, ce qui n'a pas de sens. Je vous rejoins 100%, c'est pour ça que j'ai dit les kinés titulaires que nous avons ont mis en place 2 journées. C'était avant le texte, avant le niveau du média. Donc pour, et ça s'était validé par midi, en tous les cas, que pour que le kiné puisse venir sur l'animation, il y avait ces 2 jours de sensibilisation, ou de formation de 2 jours, c'est un peu gros, mais en tout cas de sensibilisation et de technique de prise en charge des patients d'animation. C'est toujours une question de volonté. Ouais, on a quand même des difficultés à faire venir nos collègues en réa parce que c'est très peur. Après, en formation initiale, par exemple à Bordeaux, moi je fais un cours et je fais des cas cliniques de réa. Alors ça donne pas forcément l'envie parce que c'est déconnecté quand même de la réalité. Hein. Ceux qui viennent en général, c'est ceux qui passent en stage. Tout le monde a regardé la télé Mais ces presque. dernières années. Même si les réas on dit qu'on est fermé, que pour rentrer chez nous, il faut un code, il n'empêche qu'il suffit de tourner. Oui, oui, absolument. Non, mais c'est sûr. Non, mais bien sûr. Tout le monde a vu notre activité à la télé les 2 dernières années, donc maintenant on a été mis en lumière. Voilà. Et juste pour finir, parce que en fait là on dépasse, on va se faire fâcher. Mais en fait, est-ce que vous attendez le kiné pour extuber un patient Alors, le vendredi à 16h? Alors en fait, du si coup, je comment peux, ça se passe si je peux temporiser ce propos, ouais, bien sûr. je pense qu'il y a 2 cas d'extubation. Il y a le cas de l'extubation simplex du Ouais, patient je parlais pas de qui ça. n'est pas considéré à risque. Et normalement, ça, on peut trouver des critères Bien dans les sûr. publications des patients à risque.
Ces patients-là, tu peux l'extuber à 16 heures, sans le kiné. Je parlais des autres, ouais. Voilà. Les autres, c'est pas stratégique de les extuber à 16 heures. C'est évident. Alors Ouais, mais après, est-ce que c'était stratégique de les En laisser fait- intuber encore 12 heures? ouais, je sais. Et C'est encore, un si tu Mais penses le que problème, kiné va c'est- passer le samedi. Le problème, c'est qu'une réintubation a quand même plus de conséquences que d'attendre 12 heures. Sauf s'il s'auto-extube et qu'il se latte les cordes vocales, et là, on a d'autres problèmes. Mais, non, mais enfin, moi, je plaide, les réanimateurs avec qui je travaille, on a beaucoup parlé de ça, et au final, on préfère, quitte à mettre quelque chose de très léger pour que le patient supporte son tube encore 12 heures, mais que le lendemain, on l'extube entre 10 et 11. Mais extuber un patient à 16 heures, ça veut dire que moi, derrière, j'ai beaucoup de chances de partir en retard et sincèrement, l'hôpital ne va pas me le rendre. Donc, je ne vais pas le faire. Ou du moins, je vais le faire, mais il y a un moment, ça va m'agacer. Et je pense que le patient, s'il est très encombré, s'il est neuromyopathe, s'il se tousse pas très bien, bah, c'est quand même... C'est prendre un risque pour lui qui est quand même supérieur au fait d'attendre 12 heures, je pense. Je dirais ça. Merci beaucoup. Merci à vous.